Le Media Group Africa 7. Tout de suite, nous allons parler dans un instant de Farbangom qui va devoir attendre. L'édile de Agnam a introduit une demande de mise en liberté provisoire via son pool d'avocats. Il sera finalement édifié ce vendredi. Selon certaines informations, il y a eu un optimisme de la part de ses avocats. En tout cas, selon des informations qui nous sont parvenues ce jour, Farbangom est pour le moment interné au pavillon spécial. Une affaire à suivre. Les changements climatiques, on en parle aussi dans cette édition à Addis Abeba. L'Afrique ne doit pas seulement être une victime des changements climatiques, elle doit également parler la même voix pour trouver des solutions liées à l'investissement et de mettre sur pied les initiatives comme la Grande Muraille Verte. C'est en tout cas le point de vue de la responsable des politiques internationales et du plaidoyer, Enda Energy. Vous l'entendrez dans ce journal. Nous reviendrons également dans cette édition sur la cérémonie officielle du Gamou de Ndiassane qui a vécu hier. Ndiassane qui a célébré la 142e édition de la naissance du prophète ou Mauloud. La cérémonie officielle s'est déroulée en présence du ministre de l'Agriculture, Mabouba Diagne. Vous l'entendrez dans ce journal. Nous parlons également sport, de l'actualité internationale, mais aussi avec la presse du jour, avec Alain Senghor qui reviendra sur les différents quotidiens qui nous sont parvenus ce vendredi 12 septembre de l'an 2025. Bienvenue à toutes et à tous. Compagnie de Mohamed Cham, Mohamed Touré. Devant ce micro, Birahim Touré pour vous présenter l'actualité que nous allons démarrer avec le cas Farbangom, le maire des Agnam qui a introduit une demande de mise en liberté provisoire via son pool d'avocats. Il sera édifié finalement ce vendredi selon des informations de Africa 7 90.7. Ainsi en a décidé le président du collège des juges d'instruction du pool judiciaire financier. Pour rappel, le député incarcéré depuis le 27 février dernier attend toujours de pouvoir bénéficier de cette mise en liberté provisoire. Ses avocats se montrent optimistes quant à l'issue de cette audience, arguant que 2 rapports médicaux attestent que l'état de santé de leur client ne permet plus son maintien en détention. Le premier rapport alertait sur un risque de mort subite nocturne à cause de son état de santé qui fait état d'un syndrome d'apnée obstructive du sommeil sévère, une cardiopathie débutante et de multiples comorbidités comme le diabète ancien, l'obésité, l'antécédent ou des antécédents cardiovasculaires, des palpitations épisodiques, des malaises itératifs, dyspnée d'effort, fatigue chronique et une somnolence diurne. Selon certaines informations parues dans les quotidiens de ce jour, Farbangom est pour le moment interné au pavillon spécial. Une affaire à suivre. Le décret du président de la République qui a convoqué l'Assemblée nationale pour une session extraordinaire convoquée ce lundi 15 septembre à partir de 10h pour l'examen en procédure d'urgence de plusieurs textes. Le projet de loi portant code des investissements, le projet de loi modifiant la loi numéro 2012-31 du 31 décembre 2012 portant code général des impôts, mais également le projet de loi portant modifiant la loi 2008-46 du 3 septembre 2008 instituant une redevance sur l'accès ou l'utilisation du réseau des télécommunications publiques aux RUTEL modifiées. Ce sera donc lundi. L'Assemblée nationale a été convoquée dans ce sens. Et je vous le disais en titre, le changement climatique a fait l'objet d'un sommet à Addis Abeba. L'Afrique ne doit pas seulement être une victime des changements climatiques, elle doit également parler d'une même voix pour trouver des solutions liées à l'investissement et mettre sur pied des initiatives comme la Grande Muraille Verte pour l'innovation climatique locale. C'est le point de vue défendu par Mme Aïssatou Diouf. Elle est responsable des politiques internationales et du plaidoyer de Enda Energy, propos recueillis par Samba Ardoba. Ce sommet a rappelé une évidence, l'Afrique n'est pas seulement une victime du changement climatique, elle est aussi un espace de solutions. L'un des grands enseignements, c'est la volonté des dirigeants africains de parler d'investissement plutôt que d'assistance et de mettre en avant nos propres initiatives comme la Grande Muraille Verte ou l'innovation climatique locale. Mais il faut aussi rester lucide. Les annonces n'ont de valeur que si elles se traduisent en financement accessible et en projets concrets pour
pour les communautés qui sont en première ligne de la lutte contre le changement climatique et qui sont les plus affectés par les impacts de ce réchauffement climatique-là. Donc, le vrai enjeu, c'est de transformer cette ambition politique en transformation visible sur le terrain. Les conséquences des changements climatiques et comment lutter contre ces changements climatiques. Le rôle de l'Afrique nous est ici donc rappelé par Madame Aïssatou Diouf, responsable de politique internationale et des plaidoyers à Enda Energy. Le collectif des habitants de Khariala monte au créneau et dénonce les spoliations foncières. En conférence de presse, ce collectif s'insurge contre les menaces d'expulsion de plusieurs familles sur un terrain hypothéqué. Une situation assez compliquée et la population révoltée interpelle les autorités compétentes. Maurice Tamsir Touré, président du collectif des habitants de Khariala, s'en explique au micro de Khalifa Babacar Fall. Assignation à expulsion la ñu jot ci benn famille boo xam. A reçu une assignation à expulsion venant d'une famille nous disant qu'ils sont propriétaires des terres de nos ancêtres. Ces terres nous appartiennent depuis plus de 53 ans et ils disent détenir des assignations en démolition et en expulsion. Nous leur avons poursuivi à la justice. Mais la veille du Gamou, ils sont venus avec des citations directes voulant nous expulser du quartier. Le commissaire central a convoqué un vieillard pour l'annoncer qu'il prépare ses bagages parce qu'on l'a expulsé de sa maison. Et c'est ce qui nous a surpris. Sans convocation, comment peut-on appeler un de nos membres pour l'intimider? Est-ce le rôle d'un commissaire? Par ma voix, je tiens à rappeler à cette famille que nous ne céderons jamais à l'intimidation et nous ne quitterons jamais nos maisons. Et puis retour à Ndiassane qui a célébré hier la nuit du prophète ou Mawlud, 142e édition. La cérémonie officielle s'est déroulée le matin en présence des autorités du gouvernement avec le ministre Mabouba Diagne de l'agriculture qui a souligné l'importance du thème retenu pour cette édition du Mawlud à Ndiassane. Il a mis en lumière le rôle central des foyers religieux dans la stabilité du Sénégal. Ces propos ici avec notre correspondante à Thiès, Adia Fatou Faye. Le thème de cette année nous invite tous, gouvernants et gouvernés, à nous inspirer de l'exemple prophétique et de la famille de Cheikh Koundoul pour bâtir une société plus juste, plus équitable et plus solidaire. L'État du Sénégal réaffirme solennellement à son engagement indéfectible à garantir la liberté de culte et à accompagner toutes les communautés religieuses dans l'épanouissement de leur foi et de leur activité culturelle. Cette commémoration transforme chaque année cette cité sainte en lieu de ferveur et de piété et l'attachement aux enseignements de Cheikh Mohamed Boukounta. Notre pays traverse un moment crucial dans son histoire. Sous le leadership de son Excellence le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, nous demandons au Khalif non seulement de prier pour le Sénégal, mais de faire des prières spéciales pour la réussite de son Excellence le Président de la République et que Yalna Barke. Et puis, toujours, comme à l'accoutumée, l'esplanade de la grande mosquée de Ndiassane a donc accueilli la cérémonie officielle du Gamou, marquée par la présence de fortes délégations d'autorités locales, administratives, coutumières, mais aussi diplomatiques pour cette 142e édition placée sous le thème « Prenons exemple sous la guidance ». Ndiassane a rappelé la voie à suivre en s'inspirant des érudits et des compagnons du prophète, paix et salut sur lui. Nous écoutons Papa Abdourahmane Kounta qui est ici toujours avec notre correspondant. En ce jour béni, nous ne nous réunissons pas pour fêter une naissance corporelle, mais pour raviver le souvenir de l'apparition de la lumière mohammedienne dans ce monde intérieur. Lumière par laquelle les univers se sont établis, les voies ont été levées, la miséricorde s'est manifestée et la sagesse a coulé. Allah le Très-Haut dit, il vous est venu de la part d'Allah une lumière et un livre explicite. Et nombre de connaisseurs ont interprété cette lumière comme étant notre prophète, notre maître bien-aimé, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est la première lumière, la plus grande manifestation, le miroir dans lequel s'est manifestée la beauté de la vérité, exaltée soit-il. Ô bien-aimé, le Mawlid an-Nabi n'est pas un événement que l'on traverse, mais un rendez-vous avec l'amour, un moment de contemplation du rang mohammédien, une opportunité de renouveler notre engagement spirituel, de raviver notre lien au secret mohammédien et de faire vivre dans nos cœurs les désirs ardents envers le détenteur du rang loué.
au sujet duquel Allah dit « Et nous ne t'avons pas envoyé que comme miséricorde pour les mondes. » Que la naissance du bien-aimé, paix et salut sur lui, soit pour vous naissance de lumière dans vos cœurs, naissance de sincérité dans vos intentions, naissance de retour à la présence divine, sortir de l'insouciance et entrer dans la porte de l'amour. Ô croyants, Allah a loué son prophète en disant, et certes, tu es d'un caractère sublime. Surat Al-Qalam. Le soufisme authentique, qui est la dimension spirituelle et intérieure de l'islam, a toujours placé la purification de l'âme, l'épuration de l'esprit et l'acquisition des nobles caractères au centre de sa démarche. L'appel à la moralité n'est pas secondaire, c'est le cœur battant de l'islam. Papa Abdurrahman Kounta qui a assuré le porte-parole à Ndiassane lors de cette cérémonie officielle. Parlons des opérations de saupoudrage et de lutte anti-larvaire qui sont organisées par la sous-brigade départementale d'hygiène de Dakar et ce depuis hier jusqu'au lundi 15 septembre à partir de 22h à Dakar. Cette sous-brigade départementale d'hygiène va procéder à une opération de saupoudrage et de lutte anti-larvaire dans presque tous les quartiers de la capitale sénégalaise. Une initiative qui vise à contrôler et éradiquer les nuisibles qui menacent la santé publique, notamment les moustiques vecteurs de maladies telles que la dengue, le paludisme et le chikungunya. Une campagne de saupoudrage et de lutte anti-larvaire qui s'inscrit dans le cadre des efforts continus de la sous-brigade départementale d'hygiène de Dakar pour améliorer la santé et le bien-être de tous les résidents en participant activement et en respectant les consignes qui sont données par cette sous-brigade des services d'hygiène. Vous pourrez également sauver votre famille et des vies. Il est exactement 7h passées de 16 minutes. Le reste de l'actualité sur Africa 7, Solo Media Group. Africa 7, 90.7. Et nous parlons des forces de la zone militaire numéro 4 qui ont mené une patrouille fluviale conjointe avec leurs homologues mauritaniens. C'est dans le nord du Sénégal. Cette opération s'inscrit dans le dispositif global de sécurisation de la frontière sénégalo-mauritanienne. Elle vient en renfort à l'opération Karangué, toujours en cours dans les régions de Tambacounda et Kédougou, et qui vise à renforcer la surveillance et le contrôle de l'ensemble de la bande frontalière est du Sénégal. C'est un compte-rendu de Mam Sorna Dramé. Ici, les convois militaires sillonnent les pistes poussiéreuses, sénégalais et mauritaniens côte à côte. Une image forte qui illustre la détermination des deux pays à protéger leurs frontières. La zone est sensible, trafic d'armes, contrebande et surtout risque d'infiltration de groupes armés venus du Mali voisin. Suivons la réaction d'un officier supérieur de l'armée sénégalaise. Nous avons décidé d'occuper le terrain en permanence. Ces patrouilles conjointes avec nos homologues mauritaniennes permettent non seulement de sécuriser les populations, mais aussi de montrer que le Sénégal et la Mauritanie avancent main dans la main contre l'insécurité. Dans les villages frontaliers, l'initiative est bien accueillie. Les habitants espèrent retrouver un climat de sérénité. Fatou Touré, habitante de Kédougou. On avait peur surtout la nuit, mais maintenant avec les patrouilles, on se sent un peu plus rassuré. Au-delà de l'aspect local, l'opération Karangué a une dimension géopolitique. Dans un Sahel fragilisé par les coups d'État militaires et l'expansion djihadiste, le Sénégal et la Mauritanie veulent se poser en rempart de stabilité. Une stratégie suivie de près par la CEDEAO, l'Union africaine et les partenaires occidentaux qui y voient un gage de résistance face au tubercule régional. Serigne Bakendiaï, spécialiste en géopolitique. Face à la recrudescence des menaces transfrontalières, notamment liées aux groupes armés terroristes actifs dans le Sahel, le Sénégal déploie une stratégie sécuritaire à deux dimensions. Un renforcement intérieur de la présence militaire et une coopération accrue avec ses voisins, en particulier la Mauritanie. Lancée dans le sud-est du pays, l'opération Karangué s'est intensifiée ces derniers mois, étendant ses actions de Tambacounda à Kédougou, puis vers Bakel, Arundou et Djougoutourou. Ce redéploiement militaire vise à sécuriser les zones frontalières sensibles, notamment le long du fleuve Falémé, souvent considéré comme un corridor de passage pour des éléments criminels ou terroristes. Un message clair. Face aux secousses du Sahel, le Sénégal et la Mauritanie choisissent l'anticipation et la coopération. Et puis en politique, en bref, le Front pour la défense de la démocratie
Et la République FDR dénonce la gouvernance du couple Diomaye Sonko et appelle les Sénégalais à se mobiliser. Le parti prévoit de mener des actions de résistance populaire afin d'obtenir plusieurs mesures, dont le retrait des mesures antisociales du plan de redressement économique et social, notamment la hausse du coût de l'énergie et la taxation du mobile money qui reste ou qui risque d'étrangler les ménages et le secteur informel. Il y a aussi la mise en place concertée d'un organe chargé des élections, l'élaboration d'une loi consensuelle relative aux partis politiques, entre autres le FDR qui estime que le respect des décisions de justice, en particulier celles du Conseil constitutionnel et des juridictions, est primordial. La fin du harcèlement judiciaire contre les opposants, les journalistes et les voix critiques. Et dans ce communiqué du FDR publié ce jeudi, le Front exige la libération immédiate et inconditionnelle des prisonniers politiques et d'opinion. Le FDR qui appelle à des rassemblements dans tout le Sénégal pour mettre un terme à ce qu'il qualifie de dérive qui se nourrit d'une incompétence certaine et qui risque de détruire le pays et la démocratie. Nous parlons de l'hivernage qui rime souvent et encore avec détresse pour de nombreuses familles. C'est le cas dans le département de Rufisque. Des maisons envahies par les eaux, la vie devient au quotidien un calvaire. C'est le cas à Tivaouane-Peulh où plusieurs habitants ont dû passer la nuit hors de leur domicile à cause justement des eaux de pluie et des inondations. Nous retrouvons à Rufisque notre correspondant Birem Kharindao. À Tivaouane-Peulh, dans le département de Rufisque, l'hivernage est synonyme de calvaire pour de nombreuses familles. Comme Koumandjaï, plusieurs habitants ont dû passer la nuit hors de chez eux. Leur maison est envahie par les eaux. Hier, je n'avais même pas accès à mon domicile. J'ai dû passer la nuit ailleurs. Et ce matin encore, impossible de rentrer. Les routes pavées ont aggravé les inondations, faute d'assainissement. Ça aurait dû être prévu dès le départ. Même constat pour Pape Diop. Ce père de famille aussi vit cette situation chaque année. Chaque hivernage, c'est la même chose. Les eaux restent parfois plusieurs mois sans être évacuées. La population souffre énormément avant qu'une solution ne soit trouvée. Face à la récurrence des inondations, l'État a décidé d'agir. En juillet 2025, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a signé un décret autorisant l'expropriation des maisons et de terrains construits dans des zones inondables. Une mesure que certains habitants jugent salutaire. Nous savons qu'il y a des zones où il est impossible d'habiter. Si l'État procède à l'expropriation pour protéger les familles, c'est une bonne mesure et nous l'acceptons. Des autorités sont venues nous rendre visite pour expliquer cette mesure. J'ai même constaté que les travaux ont déjà commencé à Darussalam. Mais pour l'instant, dans plusieurs quartiers du département de Rufisque, les eaux stagnantes continuent de rendre la vie difficile aux populations. L'actualité hors de nos frontières à présent avec le procès Bolsonaro, ex-président brésilien condamné à 27 ans de prison pour tentative de coup d'État. Jugé pour ce délit, l'ex-président brésilien d'extrême droite Jair Bolsonaro a été reconnu coupable d'avoir voulu empêcher le retour au pouvoir de l'actuel président de gauche, Luis Inácio Lula da Silva, le jeudi 11 septembre. Il a été condamné à 27 ans et 3 mois de prison lors d'un procès historique devant la Cour suprême. La défense de Jair Bolsonaro a, elle, annoncé ce 11 septembre qu'elle allait déposer des recours. La défense considère que les peines prononcées sont incroyablement excessives et disproportionnées et après avoir analysé les termes de l'arrêt, elle déposera les recours appropriés, y compris au niveau international, selon un communiqué publié sur le réseau social X par Fabio Weingarten, collaborateur de l'ancien chef d'État. À 7h passées de 23 minutes, tout de suite nous abordons la page des sports. Sport sur Africa 7. Et nous parlons tout d'abord de lutte avec l'érection du CNG de lutte en fédération qui a été annoncée en grande pompe et qui connaît malheureusement des ratés dans le choix des associations habilitées à voter. Face à cette levée de bouclier de certains acteurs de la lutte, la direction des sports annonce des mesures et suspend pour le moment le processus électoral. Explication avec Khalifa Babakar Fall.
de l'organisation de l'Assemblée générale élective de la Fédération sénégalaise de lutte, la liste provisoire des associations habilitées à voter fait l'objet de contestations de la part de certains acteurs de la lutte, comme Mangue 2 et d'autres, qui s'insurgent contre la violation de certaines dispositions afin d'assurer la transparence et la légitimité du processus électoral. La Direction générale des sports suspend jusqu'à nouvel ordre le chronogramme et informe la mise en œuvre des mesures ci-après. Les services du ministère de la Jeunesse et des Sports mèneront une vérification approfondie des affiliations des associations au niveau national et des concentrés en rapport avec les comités régionaux de gestion de la lutte. Une commission électorale autonome sera mise en place pour organiser l'Assemblée générale élective de la Fédération en toute impartialité. De ce fait, un nouveau chronogramme sera communiqué à l'ensemble des parties prenantes dans les meilleurs délais. Et puis nous nous rendons à Ziguinchor où l'organisme régional de gestion des activités de masse Orgam a joué la finale de ses phases régionales emportée par l'ASC Kandialang en senior et l'ASC Agnac Grand en cadet. Le coordonnateur de ces phases régionales et par ailleurs président de l'OTCAM de Ziguinchor a tiré un bilan positif sans oublier de réitérer son engagement à boucler toutes les compétitions de la structure avant le 15 octobre prochain, comme l'exige l'arrêté ministériel sorti avant le démarrage du championnat national populaire. Keba Diédhiou, il s'appelle, il est le président de l'OTCAM de Ziguinchor. Il est ici au micro de Moussa Ndao, notre correspondant. C'est un bilan satisfaisant dans l'ensemble parce que nous avons pu dérouler 90% de nos activités qui ont été proposées. De ces activités-là, donc il y avait beaucoup d'activités qui étaient prévues dans ce sens-là et Dieu a fait que, alhamdulillah, nous avons pu dérouler l'ensemble des activités à 90%, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc comme c'est une œuvre humaine, elle n'est jamais parfaite. Il y a eu des difficultés par moment, des difficultés que nous avons rapidement pris par les cornes et que nous avons rapidement dépassées. Et ce qui nous a permis effectivement de jouer la finale à Tambacounda. On a terminé avec la région, donc c'est dans une logique parce qu'il faudrait que la région donne le ton. C'est le département qui va s'en suivre. Le département, les matchs de poule sont terminés. On a juste besoin que de 2 journées pour jouer les quarts de finale et les demi-finales. Le département va faire sa finale bientôt. Avant la fin de ce mois-là, et ensuite les zones vont suivre. On espère qu'avant le 15, l'engagement que nous avions pris devant les autorités, devant l'opinion publique nationale et internationale, que cet engagement-là, nous allons le respecter parce que, encore une fois, il faut libérer les enfants pour que les enfants retournent dans les écoles. Et nous restons à Ziguinchor, mais cette fois-ci, il faut vous présenter un jeune footballeur Ziguinchorois âgé de 24 ans, Alassane Maodo Kanté, il poursuit son ascension, formé à l'école de football Benjamin Sané de Djiringor, passé par l'US Gorée et le CA Bizerte en Tunisie. L'international sénégalais vient de s'engager avec le mythique Simba Sport Club de Tanzanie, présenté devant 60 000 spectateurs au Benjamin Mbaka ou Kappa Stadium. Le jeune défenseur milieu de terrain aura pour mission de détrôner les Young Africans intouchables ces dernières saisons. Premier grand rendez-vous, la Super Coupe de Tanzanie, ce sera le 16 septembre prochain. Moussa Ndao nous le présente. Alassane Maodo Kanté est un pur produit de l'école de football Benjamin Sané de Djiringor, Ziguinchor, avec El Hadji Kaoussou Diouaré Tchobodé, ancien joueur du Casa Sport et actuel joueur du Poto Poto au Bénin, et Lassana Fallas, ancien joueur du Casa Sport et de Kermadior de Mbour, sous les ordres de coach Arfan. Par la suite, le jeune milieu de terrain, qui peut évoluer aussi dans l'axe de la défense, a fait ses classes entre l'ASC Djiringor de la zone de Belotgab Ziguinchor et Olympique de Ziguinchor de la Ligue de football de Ziguinchor avec coach Carlos Nfali Diassi d'Ibrigal. Il a rejoint l'US Gorée durant la saison 2020-2021 jusqu'en 2022, année à l'issue de laquelle il signa pour le club tunisien du CA Bizerte où il a disputé 68 matchs, dont 62 comme titulaire pour 4 buts inscrits en 3 saisons. Le jeune défenseur et milieu de terrain a aussi vêtu le maillot à la tête de Lyon pour la première fois lors du tournoi de la COSAFA en juillet 2021. Pour la saison 2025-2026, le joueur de 24 ans, natif de Ziguinchor, a déposé ses valises à Dar es Salaam dans le mythique Sport Club Simba, le deuxième plus grand club de la Tanzanie.
pour une saison. Il a été officiellement présenté ce 11 septembre 2025 devant les 60 000 spectateurs du Benjamin Mkapa National Stadium. Alassane Molo Kanté aura la lourde tâche de contribuer au rayonnement de son club sur le plan national pour détrôner le club Young African qui fait figure d'épouvantail dans la Ligue Kulubara ou le NBC Premier League, le surnom du championnat tanzanien, et sur le plan international avec les compétitions africaines interclubs. Son premier test grandeur nature est la finale de la Super Coupe de Tanzanie prévue le 16 septembre 2025 face aux Young Africans, l'équipe championne en titre et par ailleurs le club le plus titré du pays. Voilà pour ce qui est de la page des sports sur la 90.7 Solo Media Group Africa 7. Je rappelle que vous nous suivez un peu partout au Sénégal et à travers le monde sur nos différentes plateformes YouTube, Facebook, TikTok entre autres. 7h29 tout de suite. La une des quotidiens qui nous sont parvenus ce vendredi 12 septembre 2025.